La question que nous allons aborder maintenant est une question qui peut vous paraître très éloignée du terrain. C'est la table ronde politique, mais c'est bien autour des questions politiques au sens large que peuvent se structurer des possibilités ou des impossibilités. Je ne pense pas qu'on puisse laisser de côté la question politique en disant c'est pas grave, de toute façon ils y comprennent rien et on va se débrouiller quand même. Ça nous empêche ou cela favorise des possibilités. Et en l'occurrence, il s'agit de savoir si l'Île-de-France est un territoire ou veut être un territoire ouvert. Ouvert à quoi? À la libre circulation des personnes. Au fait que ça n'est pas parce qu'on est aidé par tel système, de telle appartenance sanitaire, médico-sociale, sociale, que l'on n'aurait pas accès à telle ou telle ouverture possible, tel ou tel développement de soi, telle ou telle rencontre. Ça, c'est l'idéal. Qu'est-ce qu'il en est vraiment actuellement ? Quels sont comment est-ce que les acteurs responsables des politiques se positionnent par rapport à cette question-là? Nous avons en France probablement le premier prix de la complexité. Nous avons, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du millefeuille administratif, de comment le système lui-même, l'ensemble de ce qui s'y trouve est d'une si grande complexité que nous sommes de temps en temps en train de nous demander si nous gérons, si nous avons affaire à la complexité du système ou à la complexité des problèmes rencontrés par les personnes qui viennent travailler avec nous, les personnes accueillies. Donc c'est autour de cette question-là que nous allons discuter maintenant avec des élus, avec notre délégué territorial, avec un directeur de l'hôpital Paul Guiraud Villejuif et avec une personne, Catherine Maillot, qui est là-bas et qui a fait quelque chose en partant du terrain pour essayer de rendre le système moins complexe. Je ne sais pas à quel moment elle interviendra dans la discussion, mais c'est un petit clin d'œil à la complexité des politiques et à la complexité de tous ces machins qui ont des tas de noms, souvent des acronymes, et auxquels on ne comprend pas forcément grand-chose. Alors voilà, comment est-ce qu'on peut construire un territoire ouvert? Est-ce qu'il y a des opportunités actuellement avec des nouvelles lois, des nouvelles dispositions législatives qu'a évoqué M. Davis en entrée avec M. Véchard? C'est cela notre sujet. À côté de moi, j'ai Tim Grisson, que vous connaissez sûrement, qui s'occupe énormément de ces questions-là dans son laboratoire de recherche à Maison-Blanche, dans les investissements militants qu'il a du côté de la cause des usagers, dans le groupe de recherche, le groupe de réflexion permanent en santé mentale près de la CRSA. Il pourra nous dire où il en est avec tout le travail qu'il accomplit, où il en est de ses espérances et comment il peut aussi, du fait de son expérience internationale, regarder ce qu'il en est en France vu par rapport à d'autres pays, et notamment d'autres pays européens. Voilà. Je lance cette discussion et je vais laisser mes partenaires de la discussion se présenter au fur et à mesure et raconter un petit peu en quoi ils sont impliqués dans cette affaire-là. Peut-être que nous pouvons commencer par les élus et par vous, Madame Barjou. Merci, cher monsieur. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Dominique Barjou, conseillère régionale d'opposition, je le dis par rapport à mon collègue de la majorité régionale actuelle. Je suis également directrice de cabinet du député maire de Cachan, où je travaille depuis de nombreuses années, et donc une expérience de praticienne, si je peux dire, sur des territoires, sur ces problématiques de handicap, de troubles et d'expériences que l'on peut avoir d'inclusion, dont on peut reparler tout à l'heure.
Bien, Pierre Denisio, je suis conseiller régional donc de la majorité et je suis délégué spécial en charge des questions de handicap auprès de la présidente de région. C'était un souhait de la présidente de région d'avoir un délégué qui ne soit pas rattaché à un vice-président, qui aurait pu être celui des affaires sociales, ou celle de la santé, mais d'être rattaché directement à elle-même pour pouvoir, dans l'ensemble des domaines d'intervention de la région, pouvoir développer une politique transversale du handicap. Je dis transversale à dessein parce que la question du handicap se joue dans tous les domaines d'intervention de la région et particulièrement dans les lycées, particulièrement dans les parcours de formation, dans l'accès à l'emploi, mais aussi sur les questions de logement, sur les questions d'accès à la culture et au sport. Donc c'est effectivement une politique à développer. Nous pouvons nous adosser à ce sujet sur l'agenda 22 qui a été initié par nos prédécesseurs, je peux leur rendre hommage, qui ont posé les bases de cette politique transversale qu'il nous faut maintenant, que nous mettons en musique. Et à l'intérieur de cette transversalité, toujours avoir conscience qu'il y a une autre transversalité qui est celle des différents types de handicap. Je pense qu'il ne faut pas verser dans l'erreur de considérer principalement les questions de handicap physique et sensoriel dans l'adaptation de nos politiques, puisque ce sont nos politiques à adapter, mais à adapter justement nos actions pour qu'elles puissent répondre à la diversité des difficultés que rencontrent les franciliens. Donc voilà pour ce petit mot de présentation. Oui, donc peut-être quelques mots donc Éric Véchard. Moi, je suis Créteil, agence régionale de santé. On aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais aussi dans la continuité de ce qui avait été nos propos de l'année dernière, ce que je voulais réinsister, c'est sur le rôle peut-être de plus en plus d'accompagnant de l'agence, puisque, bien sûr, et vous le savez, l'ARS a un certain nombre de pouvoirs normatifs, ça continue. Mais en tout cas, ce qu'on souhaite, et le directeur souhaite nous voir aller dans cette voie-là, c'est-à-dire un rôle, alors de co-constructeur, c'est pas notre formule, mais ça revient à ça, c'est-à-dire un rôle d'animation, un rôle de porteur de projet, et d'accompagner, en lien avec les élus d'ailleurs, en tout cas ceux du Val-de-Marne pour ceux que je connais, car effectivement on a un certain nombre d'acteurs et je crois que chacun est absolument nécessaire dans le processus, c'est-à-dire que l'élu en général connaît très très bien son territoire, mais il a besoin à un moment ou à un autre de l'agence pour peut-être je dirais, valider un certain nombre de projets. Et je pense à des projets de médico-social, mais aussi ce qui nous occupe pas mal dans le Val-de-Marne ces temps-ci, la mise en place de maisons de santé pluridisciplinaires. Donc, je voulais insister une première fois là-dessus, c'est-à-dire qu'à partir de notre ligne, notre projet régional de santé, à partir d'une connaissance des territoires que l'on doit connaître de plus en plus. Et pour ça, je crois que les tutelles doivent sortir de plus en plus de leur bureau. Ils doivent aussi mieux connaître les territoires pour, à partir d'un certain nombre d'outils, effectivement, développer des projets, accompagner et faire de l'animation territoriale. Donc voilà un petit peu en termes de propos liminaires. Merci. Donc Didier Hoth, je suis le directeur du groupe hospitalier Paul Guiraud, qui n'est pas seulement à Villejuif, hein, même s'il y a une structure d'hospitalisation importante à Villejuif, il y en a une qui est tout aussi importante à Clabar. Et pour ceux qui ne le savent pas, mais la plupart d'entre vous doivent le savoir, ce groupe hospitalier couvre à peu près
une trentaine de communes, une dizaine de secteurs qui vont du sud du Val-de-Marne, c'est-à-dire en gros Vitry, Choisy, jusqu'au sud, presque centre des Hauts-de-Seine, donc jusqu'à Boulogne, Ville d'Avray. Donc une grande majorité de ces communes sont du ressort, sont sous notre responsabilité en matière de sectorisation psychiatrique. Donc il y a 2 sites principaux d'hospitalisation, mais il y a une cinquantaine de structures extra-hospitalières. Hein. Bon, je ne vais pas décrire ce que vous savez, mais ça veut dire essentiellement, bien sûr, des CMP, CATTP, etc., qui sont présentes dans quasiment toutes les communes qui font ce croissant sud Val-de-Marne, sud Hauts-de-Seine. Point peut-être important, et par rapport au débat qui nous occupe, c'est qu'il se trouve aussi qu'avec 2 autres établissements qui sont très proches, qui sont la Fondation Vallée à Gentilly, qui est essentiellement tournée vers la pédopsychiatrie, et le PS Erasme, qui est à Antony et qui, à la fois, a des secteurs adultes et de la pédopsychiatrie. On forme ce qu'on appelle un groupement hospitalier de territoire depuis juin dernier. C'est assez spécifique parce qu'il y en a peu en France, puisqu'on est un groupement hospitalier de territoire. Alors on ne va pas faire de l'hospitalocentrisme, mais pour essayer un peu d'expliquer la situation et le fait que ça peut avoir un retentissement par rapport au débat d'aujourd'hui. On forme un groupement hospitalier de territoire qui est essentiellement dédié à la santé mentale et à la psychiatrie, puisque les 3 établissements qui le composent, les 3 établissements partis, sont des établissements de psychiatrie. Et ça, en termes, je pense, à la fois d'engagement et de responsabilité territoriale, c'est fondamental. On n'a pas ça partout. Ça ne veut pas dire que les autres se désintéressent de cette question, mais nous, ça va nous permettre de creuser beaucoup plus loin, je pense, le service que l'on se doit de rendre et l'articulation avec le médico-social. Parce que contrairement aux autres, si vous voulez, groupements hospitaliers de territoire qui vont traiter de la santé mentale, mais au milieu, évidemment, d'un large éventail d'activités, nous, on est axé dessus. Et donc, l'un des axes prioritaires sur lequel on se focalise et on va continuer à travailler, c'est cette articulation avec le médico-social, qui est en effet une problématique fondamentale des hôpitaux, puisque depuis qu'il y a eu une séparation très discutable entre le sanitaire et le médico-social, on est en train, comme l'a souligné Pascal Cacot, de travailler sur comment on peut pas réunifier ces secteurs, ça ne voudrait rien dire, mais comment on peut articuler de façon harmonieuse et pour le bien des usagers et des patients les 2 activités. Voilà, en gros, schématisé. Je répondrai aux questions s'il y a des questions techniques, parce que je sais que ce n'est pas très simple comme matière. Voilà. Bonjour à tous, moi je suis Catherine Maillot, j'ai créé un site internet qui s'appelle Solidarité Usager Psy. Je l'ai créé avec une double casquette, en tant que chargée d'insertion, mais en tant qu'usagère aussi en santé mentale depuis plus de 30 ans, parce que effectivement, moi j'ai eu affaire aux méandres administratifs françaises qui sont particulièrement lourdes. Le nombre de fois où j'étais pas informée de dispositifs hyper intéressants existants dont j'aurais pu bénéficier, tout cela m'a interpellée et j'ai voulu créer un site qui soit très pratico-pratique, en fait, qui est destiné prioritairement aux usagers en santé mentale, pour qu'ils puissent être informés sur toutes les thématiques qui puissent les intéresser. Donc aussi bien les soins, bien sûr, l'orientation, décrire les différents interlocuteurs qui peuvent les accompagner, le logement, c'est une partie importante, les loisirs, l'insertion, il y a une centaine de pages sur l'insertion avec également des mini-outils téléchargeables. Bref, c'est un site qui regroupe 300 pages que j'espère utile et qui semble l'être, puisque j'ai beaucoup de retours de la part d'usagers, pour les aider à mieux s'orienter dans les méandres françaises, de l'administration française. Merci pour ce premier tour de table. Alors, peut-être une question déjà pour vous, pour la salle. Est-ce que vous avez des exemples? Est-ce que vous avez concrètement buté sur ces méandres administratifs, sur ce qui est possible, pas possible, sur cette complexité, sur la non-connaissance de ce qui existait? Est-ce que ça, vous l'avez déjà rencontré? Allez, levez la main ceux qui l'ont rencontré, qu'on ait une idée un petit peu de cela, comment la complexité. Oui, vous, madame. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont perçu cette
cette complexité peut être spécifiquement française. Madame, vous voulez dire quelque chose sur ce que vous avez perçu, sur ce que vous avez rencontré comme complexité ? Est-ce qu'il y a des témoignages ? Bon, alors on vit dans un monde parfait, finalement, on va pouvoir arrêter. Ah non. Ah bah, alors allez-y. Il y a un micro là. Allez-y, monsieur. Oui, bonjour, je m'appelle Philippe Maugiron, je suis médiateur de Santé Père à l'hôpital Sainte-Anne. Je suis toujours très, très content de rencontrer l'association Vivre. Je suis toujours avec beaucoup d'intérêt ce qui s'y fait. Pour ma part, je suis toujours aussi étonné, surpris et même parfois révolté devant la complexité de nos différentes formes d'organisation. C'est-à-dire que toutes nos problématiques ressemble à notre société, je crois, à bien des égards, qui est hyper structurée, trop certainement, et il s'agirait de simplifier. Aujourd'hui, je m'exprime en tant que citoyen. En tant que citoyen, le législateur pourvoit, paraît-il, à mes besoins, à ce qu'il peut faire pour moi, en parlant une langue sous forme d'acronyme, qui est une langue étrangère pour moi et que je ne comprends pas. Pour pouvoir, en tant qu'usager, m'inscrire dans un parcours, il me faut un accompagnateur, un traducteur, un coach. Voyez un petit peu le nombre de personnes dont on a besoin pour se retrouver dans tout ce qui est, je dirais, noué. Voilà. La problématique, c'est de savoir comment fonctionne un système qui devrait être disponible facilement au plus grand nombre et qui finalement, de par sa structure, eh bien, devient indisponible au plus grand nombre. Il s'agirait de simplifier. Merci. Donc il y en a quelques-uns qui ont rencontré la complexité quand même. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages ? Oui. Madame Châtelain, présentez-vous. Jacqueline Châtelain, UNAFAM, association de parents et de malades psychiques, parents et amis de malades psychiques. La complexité, les parents y sont confrontés, tout particulièrement à l'occasion des urgences. Je salue la création de ce groupe hospitalier de territoire. C'est sûrement une avancée. Les familles, malheureusement, elles ne connaissent pas toujours une situation rose. Parfois, il y a la crise. Et à Paris, il y a le CPOA. Dans le Val-de-Marne, nous n'avons pas de réponse à l'urgence alors qu'elle est inscrite dans la loi. Quasiment aucun CMP ne se déplace. Comment gère-t-on cette situation qui est pourtant normalement inscrite dans les textes ? Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres témoignages sur la complexité ? Ah, vous voulez répondre ? Alors, répondre, je ne sais pas. En tout cas, Madame Châtelain, vous le savez, et vous avez bien raison de dire qu'il y a une loi ancienne qui prévoit ce dispositif. Mais écoutez, j'ai envie de parler, moi, comme d'habitude, c'est-à-dire assez transparent et clair, au risque d'être un peu provocateur. S'il suffisait d'une loi pour que chacun des acteurs qui eux-mêmes regrettent la complexité s'engagent les uns à côté des autres pour effectivement se mettre au service du patient, malheureusement, ça se saurait. Et donc, moi, mon travail, et j'ai pris une initiative sur le département, vous le savez, mais on avance, mais lentement, trop lentement, à mon sens. J'ai pris une initiative où, parce qu'il faut le dire, je comprends bien les usagers, les familles qui voudraient, et c'est naturel, c'est légitime, qui voudraient avoir une réponse la plus rapidement possible à des situations de crise. Et c'est vrai que ce qui a été fait d'ailleurs dans certains départements sans avoir véritablement eu de retour d'ailleurs très positif, c'est que la demande, on n'a pas tellement raisonné en termes de besoin, mais plutôt de demande. Il a été demandé de mettre en place, par exemple, des équipes, une forme de SAMU, de SMUR psychiatrique. Néanmoins, sans en arriver là, puisque à notre sens, et c'est l'expérience qu'on a de la prise en charge des pathologies,
et la doctrine qui veut que le SAMU, le SMUR est quelque chose de généraliste dans un premier temps. Il n'y a pas de SMUR cardio, il n'y a pas de SMUR sur telle ou telle pathologie. Néanmoins, j'ai pris l'initiative, moi, de dégager un certain nombre de crédits pour que, et ça c'est un réel problème, pour que les équipes effectivement du SAMU aient de la formation, de l'information sur un certain nombre de situations qui, encore une fois, je serai très franc, et vous l'êtes aussi, madame, font peur. C'est-à-dire que le SAMU et les personnes qui sont amenées à se déplacer dans ces situations d'urgence ont un certain nombre de croyances, de peurs sur des cas à prendre en charge. Donc l'initiative qu'on a prise, c'est de monter effectivement un groupe, mais en général on monte des groupes, c'est pour gagner du temps. Là, en début d'année, on aura quelques équivalents temps plein qui pourront être dégagés auprès du SAMU pour faire de la formation et pour intervenir à un moment ou à un autre dans la prise en charge. Donc voilà ce que je voulais vous répondre précisément sur ce point-là. Ça avance lentement, mais ça avance. Juste une phrase, parce qu'on n'est pas sur une question sur les urgences, même si oui, cette question fait c'est ça. partie. Juste pour compléter quand même, c'est qu'on a un système d'urgence qui est couplé avec les SAU et dans lequel, que ce soit d'ailleurs par exemple à Bicêtre, puisque nous on intervient essentiellement sur cette zone-là, ou à Béclair, on a quand même un dispositif où nos équipes sont présentes sur place et où quand même les choses se font relativement rapidement. Donc voilà, on n'est pas absent des urgences, entre guillemets, MCO. Alors, écoutez, à ce stade de notre discussion, c'est toujours comme ça quand vient la question des urgences et de la crise, ça prend toute la place, et juste, c'est même la définition de l'urgence et de la crise, de prendre toute la place, et à ce moment-là, on a perdu un fil. Et on a perdu un fil qui est celui que nous travaillons aujourd'hui de la co-construction. On a là une question qui porte sur, il y a un besoin criant, c'est le cas de le dire, l'urgence, il nous faut une réponse. On est dans une logique de type client-fournisseur. Il y a un problème, un besoin aigu, il nous faut, le client, entre guillemets, la famille est très éprouvée, il nous faut une réponse. Vous voyez, et on a cette logique-là un peu partout. Nous avons travaillé sur cette logique-là, de nous dire qu'au fond, dans tous les domaines, là je quitte le domaine de l'urgence, pour des soins adaptés, pour des formations adaptées, pour des accompagnements adaptés, nous définissons notre, entre guillemets, produit. La table ronde sur l'entreprise se poursuit, je garde cette sémantique-là. Nous définissons notre offre et nous allons assurer une qualité de cette offre. Nous avons, avec la démarche qualité, nous avons travaillé sur cet espoir-là, avec cette méthode-là, pendant des années. Et la question, c'est de savoir si nous ne sommes pas arrivés au bout de cette logique-là, s'il n'y a pas une autre logique qui doit se développer et qui fait appel à ce qui a été évoqué dans la table ronde précédente, la question de l'innovation co-construite. C'est-à-dire que, en posant l'équation autrement, en allant poser la question et la porter ailleurs, avec d'autres, et en les interpellant, alors là, nous allons inventer des solutions, des idées, avoir des expérimentations innovantes qui vont transformer la question et qui vont permettre d'avancer. Donc c'est là-dessus, c'est sur cet angle-là que nous souhaitons que, y compris cette table ronde éminemment politique, se pose. Donc, je repasse le micro, on refait un tour. Est-ce que, si je vous dis co-construction, est-ce que vous avez, dans vos champs respectifs, des expériences de co-construction où tout d'un coup, en travaillant autrement, il y a quelque chose d'autre qui est arrivé? Madame Barjou. Oui, je vais bien prendre la parole. Peut-être revenir sur la question du handicap en disant qu'effectivement, notamment pour les élus locaux qui vivent dans des cadres contraignants, notamment budgétaires, il est vrai que traiter la question du handicap a été de manière assez facile des problèmes de handicap physique, et avec le retard qu'on peut tous regretter par rapport à la loi de 2005. Pour revenir sur les troubles psychiques, et en faisant un peu écho à ce que disait Madame, mais sans rouvrir le débat, moi je voudrais parler un petit peu de la grande solitude des élus locaux qui, sûrement par manque de formation,
ont des difficultés à appréhender ces sujets. Les élus locaux ne sont pas forcément des spécialistes de ces sujets. Et en plus, ils n'ont pas les compétences. Je prends les communes, par exemple, secteur que je connais bien, indépendamment de la région. La santé, et notamment la santé et les problèmes de troubles, c'est d'abord un sujet compliqué et c'est un sujet de problème. Il y a la question des hospitalisations d'office, et là je regarde le directeur de Paul Guiraud. Il y a tout, et puis il y a tout, indépendamment de ce sujet, il y a toutes les questions des gens qui ont des troubles, et on est souvent un peu tout seul. Je pense aux élus, je pense aussi aux bailleurs sociaux, par exemple, qui peuvent bien souvent rencontrer des problématiques de gens qui ont du mal à s'intégrer dans la collectivité, et on interpelle les élus et à travers des bailleurs, et qui ne savent pas trop comment intervenir, à part sur le domaine de la sécurité, ce qui n'est pas forcément la bonne réponse. Donc je voulais dire ça, parler un peu de cette problématique. Ensuite, ces questions de santé, ça repose effectivement sur la volonté. Donc, puisqu'il n'y a pas de compétences obligatoires, on fait pas, on est un peu acteur, on est employeur et on est diffuseur de culture. Moi, je peux citer quelques exemples, justement, de co-construction, et on transforme le problème en richesse partagée. Ça peut être effectivement plusieurs sujets. Il y a la question de l'école. Il y a la question de l'école, pour commencer par les enfants, et les premiers temps de la vie sociale, et de la citoyenneté, parce que la réponse, elle est quand même là. À l'école, vous savez qu'on a ouvert de plus en plus les champs des écoles banales, on dit ça comme ça, à l'éducation nationale, avec des enfants qui ont des troubles psychiques. Et là, il y a tout un travail qui est fait avec la collectivité, avec les enseignants, avec les parents d'élèves, parce qu'il faut dissiper les craintes, et elles existent, on doit se le dire, on ne doit pas être dans la langue de bois quand on ouvre les écoles avec des enfants aux troubles associés, pour reprendre là aussi le vocabulaire éducation nationale. Ça peut faire peur à beaucoup de parents qui, eux, vivent toujours, on vise tous l'excellence pour nos enfants et les milieux les plus favorables. Bon, ça peut être compliqué. Donc là, il y a tout un travail qui est fait, et les expériences montrent que, mon Dieu, il y a une richesse dont tout le monde profite, un partage qui tire tout le monde vers le haut. Ça, je crois que c'est important de le dire. Il y a aussi, moi j'ai un exemple dans ma collectivité où nous avons embauché une personne de troubles psychiques. On a embauché également chargé de mission, c'est le mot qu'on a employé, il fallait bien en trouver un, pour justement accompagner et travailler. Et là, la co-construction, elle se fait à l'intérieur. C'est pas comme l'entreprise, j'écoutais la table ronde de tout à l'heure, mais elle se fait à l'intérieur de la collectivité, avec les mêmes obstacles à surmonter, parce qu'on est là pour travailler, on sait que la vie est dure, on fait attention aux effectifs, et là, d'un seul coup, il y a 2 personnes qui arrivent. On ne sait pas trop pourquoi, on ne sait pas trop ce qu'elles font au début, parce que chacun a ses tâches. Et là, bon, il faut admettre, il faut construire, il faut expliquer, parce que les gens ne sont pas dans cette culture. On est dans des mondes assez cloisonnés entre ce qui est apparemment la normalité, et puis il y a ce qui est de l'autre côté. Et ça, les gens n'ont pas l'habitude, et quand on n'a pas l'habitude, quand on n'est pas familier, souvent on a peur, on se rétrécit, on se recroqueville, donc, alors qu'il faut au contraire s'ouvrir pour partager les richesses. Donc voilà des exemples, moi je dirais très, très concrets en fait de co-construction qu'on peut avoir, mais c'est vrai que ça repose sur des expériences que l'on fait un petit peu chacun chez soi. Mon collègue parlera de la politique régionale et proposée avec Madame la Présidente, mais aujourd'hui, moi je le vois dans le Val-de-Marne, on est un petit peu chacun
chacun à faire ses expériences sans qu'il y ait véritablement au niveau des collectivités, sauf quand l'État nous réunit. Je regarde Éric Véchard, c'est vrai que l'État aujourd'hui, dans les quelques vertus qui lui restent, il y en a, hein, mais c'est parfois de mettre tout le monde autour de la table et de faire en sorte qu'on puisse construire un projet commun. Donc c'est des idées de développement pour que ça se développe et que ça reste pas uniquement sur le volontariat, la bonne volonté en fait de certains acteurs publics. Oui, un mot sur la co-construction. La co-construction, c'est dialoguer avec des personnes avec lesquelles on n'a pas l'habitude de dialoguer. Et ça me paraît à la base de la co-construction. Et il faut faire attention, notamment quand on est élu de la région capitale, une région de 12 millions d'habitants, de ne pas se couper des réalités du terrain. À la région, moi j'ai appris le temps long. Dès que je suis arrivé, on m'a dit tout ce que tu vas mettre en place, ce ne sera pas toi qui vas l'inaugurer, ça sera fait dans 5 ans, 6 ans. On est sur des stratégies à long terme, on commence par présenter des orientations politiques qu'après on essaye de décliner. Et de faire cela, de discuter avec les acteurs traditionnels, les représentants de l'État, ne doit surtout pas nous soustraire au dialogue direct avec les associations. Et c'est en ce sens que les organes de concertation représentatifs sont particulièrement importants. Et ils sont importants à tous les échelons. Au niveau de la région, nous sommes dotés d'un conseil consultatif du handicap avec une 40aine de membres nommés qui recouvrent tous les champs tous les différents types de handicap et également différents aspects qui peuvent être le monde de l'entreprise, l'entrepreneuriat, le domaine de la santé, etc., etc. Et nous avons besoin de ce dialogue avec ces associations représentatives pour ajuster nos politiques et justement ne pas oublier les réalités du terrain. Et ces instances représentatives, elles sont également importantes au niveau intercommunal par le biais des commissions intercommunales d'accessibilité, mais également au niveau des communes, dans le cadre des commissions communales d'accessibilité. Il faut toujours veiller à ce que ces instances ne soient pas des instances pour faire bien dans la vitrine et dire j'ai une instance de concertation et finalement réduire ces réunions à une présentation de nos souhaits politiques sans dialogue et sans accepter de corriger ce que l'on avait imaginé. Il nous faut aussi accepter, nous élus, que nous pouvons nous tromper, nous pouvons oublier des aspects particuliers dans nos politiques. Moi, il m'arrive d'oublier ou de ne pas penser suffisamment aux questions du handicap psychique quand je travaille sur un sujet particulier, alors que je suis en charge du handicap, alors que j'ai un handicap, alors que je suis professionnel de santé, puisque je travaille à l'hôpital, je suis neuropsychologue, à temps partiel bien sûr, et j'ai besoin de cette discussion pour co-construire avec les habitants d'un territoire, avec leurs associations. Ça me paraît essentiel. Merci, quelle belle définition. La co-construction, c'est parler avec ceux avec lesquels on n'a pas l'habitude de parler. Et derrière cette question, il y a la question des représentations. Madame Barjot, vous en avez parlé. Oh là là, c'est compliqué, ça fait peur, on ne sait pas, etc. Et finalement, on fait appel à d'autres et du coup, on ne le garde pas dans la liaison, dans le lien. Et puis, il y a aussi ceux auxquels on n'a pas l'habitude de parler parce que la complexité du système ne le prévoit pas. C'est-à-dire que chaque instance a son instance de concertation, de discussion, etc. Et enfin, quand je dis chaque instance, chaque niveau politique, et on n'en finit pas d'en rajouter. Donc il y a peut-être aussi une question sur comment est-ce qu'on pourrait se parler plus largement entre les différents systèmes de manière intégrée. Et là, on est sur un projet politique où il faut s'avancer tous ensemble. Enfin, on va poursuivre la question. Si je vous dis co-construction, tu veux répondre, toi, non, après? I don't really know what to say. I have the feeling that you are all speaking foreign languages and that you are speaking languages with terms that you do not understand. And this is exactly how I think that the users of the mental health system in France find themselves when they're faced with your institutional system. They don't understand a fucking thing.
one of the most important things is to start speaking the same language. Donc, je ne vais pas vous convaincre de parler English, mais commençons par parler la même langue. Donc, vachement important ce que tu fais, vachement important. Il est essentiel de regarder ce qui se passe dans les autres contextes nationaux. Moi, je viens d'un pays qui s'appelle l'Australie. C'est à l'autre bout du monde, mais ce mot du handicap, c'est à la poubelle depuis 10 ans maintenant. On ne parle pas de déficience à la poubelle depuis 15 ans maintenant. C'est scandaleux, c'est mal vu d'utiliser ces mots-là. C'est des jurons. C'est des gens mal élevés qui les utilisent. On parle de différence et on dit que la différence est source de richesse. Ça s'appelle la diversité et c'est ça l'avenir de comment est-ce qu'on peut vivre et exploiter et promouvoir cette diversité. Où est la richesse qui est là-dedans? Et ces richesses sont énormes, énormes, énormes. La personne que vous appelez un déficient intellectuel, donc par exemple en Australie, ça s'appelle quelqu'un qui pense différemment. C'est fou, ils ont le droit de faire ça. Ben oui, il s'agit d'une démocratie. Et je ne sais pas, vous avez ce mot démocratie en français? Démocratie, ça veut dire que la santé, maintenant ça va les agresser, c'est ça le problème. La santé n'appartient pas aux professionnels de santé. La santé, ça appartient aux citoyens. C'est ma santé. C'est sa santé, c'est votre santé. Et en plus, on a tous une définition différente de ce que c'est que santé. Et bien évidemment, et heureusement, on a tous une définition différente de ce que c'est que d'être normal, de ce que c'est d'être différent. L'importance, donc l'étape numéro 1 qu'on voit dans les autres pays et qui commence en France, c'est au niveau scolaire. Ça concerne que tout le monde commence à apprendre les langues différentes de tout le monde. Que les personnes différentes soient intégrées en milieu scolaire dès le plus jeune âge et qu'ils soient enseignés par des gens différents. Pareil pour les institutions. Dans les institutions en santé mentale, dans un pays très primitif qui s'appelle les États-Unis, ça fait quand même maintenant 20 ans que dans les équipes de soins, ils recrutent des personnes avec un parcours de vie qui a connu des troubles de santé mentale. On fixe des objectifs du genre Caroline du Nord, 20% du personnel, ce sont d'anciens usagers du système. 20%? On en est où en France pour le recrutement des personnes différentes? C'est vachement difficile parce qu'ils n'ont même pas le bac. Il est temps de créer un bac pour tout le monde. Un bac de la diversité. Nous sommes d'accord? Il est temps de foncer dans cette direction. Je ne vous croirai pas tant que vous ne recrutez pas des personnes dont vous vous êtes censé occuper. Donc vous êtes censé vous en occuper ou quelque chose comme ça. Est-ce que c'est clair? Il y va de recruter des gens aussi. Il y va que ces gens-là soient parmi les élus, clairement. Est-ce que c'est clair? Je crois que c'est très clair. Et l'avenir aussi, on n'en a pas encore assez parlé, c'est pour ça que je renvoie la parole à la dame au bout. L'avenir aussi, je sais que vous savez pas, peut-être que vous ne l'avez pas encore remarqué, mais il y a des générations qui arrivent qui ne seraient pas dans cette salle. D'accord? Ils sont sur Internet. Ce monde-là est un monde de communication. Ce monde-là est un monde de création de forums qui peuvent bouger d'un jour à l'autre et où on crée d'incroyables nouvelles richesses. Et c'est là-dessus, avec ces forums d'échange et des forums de construction de nouveaux langages, qu'on va bouger. Juste aussi une dernière chose pour répondre à la dame là, concernant ce qu'on appelle les urgences. Dans d'autres pays européens, par exemple, en Slovénie, il y a tout un ensemble de métiers de travailleurs sociaux qui ne travaillent pas pour les institutions de soins, ni pour le médico-social, ni pour le social. Au fait, ils sont payés pour défendre les intérêts de la personne différente contre le système.
C'est fou. Bref, ils sont payés par l'équivalent du ministère de la Justice pour défendre, c'est-à-dire que si j'ai un trouble, j'ai une famille, j'ai un problème avec mon enfant qui a un trouble de santé mentale d'urgence, tu appelles le défenseur et il va à l'attaque contre les institutions. Les institutions se sont agressées par ces gens. Pays-Bas, pareil. Ministère de la Justice, recruter les défenseurs des usagers. La moitié de ces défenseurs, ce sont des travailleurs sociaux. L'autre moitié de ces défenseurs sont qui? Des personnes avec un parcours dans le système de santé mentale. Et ils sont payés pour faire ce boulot. C'est un boulot reconnu, valorisé, payé. Je suis très contente de l'intervention de Tim Gwesson qui rappelle qu'effectivement en France on est quand même très en retard par rapport à d'autres pays en termes d'inclusion sociale. Moi j'ai plein de copains qui sont cadres supérieurs en entreprise avec une psychose schizophrénique ou une bipolarité. Je connais un élu qui est concerné par ça, mais ils vivent tous masqués, c'est-à-dire qu'ils n'en parlent pas. Donc on en est encore là. Donc C'est toujours redoutable d'intervenir après Tim. Quand je me suis placé à sa gauche, je me suis dit mince, il va falloir que j'intervienne juste après lui. Donc, alors, dans ce que alors, je crois que la question de départ, Monsieur le Président de séance, ça demeure la co-construction. Hein. Alors moi, je suis évidemment, comme vous le savez, hein, si on parle de la santé en général, vraiment tout domaine confondu et qui dépasse d'ailleurs, vous le savez, hein, dans la définition, le fait de ne pas être malade. Hein, c'est-à-dire que la santé est vraiment beaucoup plus large, ça englobe aussi la question du bien-être. Ce qui m'avait frappé, c'était de voir que seulement 20% de la santé était consécutif aux soins. C'est-à-dire que 80% de notre santé, notion très très relative bien sûr, ne vient pas de l'organisation des soins, des soignants, des administrations, etc., etc. Entre nous, ça nous rend humbles. Hein. Mais ça veut dire que de là vient bien sûr une forme de tyrannie, c'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on travaille les uns avec les autres. Et Claude Évin, qui a mis en place l'ARS Île-de-France, avait souhaité, mais c'est un travail de longue haleine, parce que chacun a son propre langage, et chaque corporation a son langage. Ce n'est pas de la fatalité ce que je dis, il ne faut pas que ça nous encourage à parler de manière plus intelligible. Mais à la fois, la question a été posée un peu plus tôt, les sujets sont très complexes aussi. Et qu'est-ce que c'est compliqué de parler simple de choses complexes. Moi, mon père était dans le milieu de l'automobile, il était garagiste, ça m'intéressait beaucoup, tout ça. Néanmoins, au bout d'un moment, je décrochais parce que lui aussi, il avait son langage. Ça ne voulait pas dire qu'il ne fallait pas qu'il parle autrement, mais attention aussi aux espèces d'incantations où tout le monde doit parler simple et tout le monde doit travailler ensemble. Moi, je suis l'un des premiers à devoir le faire, peut-être pas encore tout à fait bien, dans le département. Mais comme vous le savez, vous êtes tous des femmes et des hommes d'expérience. Quand on se retrouve, et c'est nécessaire dans de types d'événements comme aujourd'hui, on repart boosté, souvent quand on vient voir Vivre. Et de temps en temps, moi, quand il y a des changements de saison, je m'approche du président ou du directeur de Vivre et je repars reboosté. Mais néanmoins, quand on a des réunions le lendemain et le surlendemain, avec certains d'entre vous dans la salle, eh bien, écoutez, quelquefois, le naturel y revient. C'est-à-dire que ce n'est pas si simple que ça de faire travailler les uns avec les autres. En tout cas, une expérience ce que je veux dire, c'est qu'on a tous la responsabilité de ça. Je le disais en propos liminaire, bien entendu que des institutions comme l'ARS, pour la petite histoire, même les tutelles se mettent à travailler ensemble, c'est pour dire. C'est-à-dire que le législateur, dans sa grande sagesse, a souhaité que les forces de l'État, les forces de l'assurance maladie, certaines en tout cas, se mettent ensemble pour travailler. Mais je le disais en propos liminaire, bien sûr que on se doit de travailler avec les élus, et on le fait d'ailleurs. C'est-à-dire qu'on a aussi des instances qui sont prévues, des instances officielles,
mais avec ce concept que vous connaissez peut-être, qui est un peu compliqué, qui est même encore un peu confus, de démocratie en santé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer qu'effectivement les usagers ou leurs représentants, parce que ce n'est pas pareil, ne puissent pas participer à un moment ou à un autre à la décision qui sera prise. Comme on ne peut pas imaginer de ne pas travailler avec les élus ou les partenaires du territoire. Mais dans tes propos, tu as cité un exemple, si j'ai bien compris, en Europe, où certains sont payés pour défendre. Alors là, c'est intéressant parce que, est-ce que c'est la co-construction, ça ? Ou alors, en tout cas, si c'est de la co-construction, c'est une des premières étapes. Car effectivement, dans nos instances de représentation, mais bien sûr que je les comprends, parce qu'on a nous tous, au-delà de nos engagements professionnels, on a aussi des engagements associatifs ou autres, on est encore dans une logique de face à face. C'est-à-dire qu'on doit ensemble essayer de faire en sorte qu'on soit un peu moins dans une logique, quelquefois un peu de défendre, pas que des intérêts, de défendre aussi sa place qui est naturelle, sa place d'usager, sa place de citoyen, mais on doit construire aussi avec les autres. Et ça se décrète pas en 1 an, 2 ans, voire 6 ans. 6 ans, c'est la mise en place de l'agence. On a de nouvelles instances de démocratie en santé qui vont se mettre en place. Et donc, on va voir si ce deuxième round va pouvoir permettre d'avancer. Donc, on a ces instances officielles, mais on a aussi des sujets très concrets et très précis. Ils ont été indiqués par certains de nos élus à cette table ronde-là. C'est vrai que, je vous le disais tout à l'heure, je me répète, sur des sujets précis comme le lien entre le sanitaire et le médico-social, l'émergence de nouvelles formes de prise en charge, de premiers soins, les maisons de santé pluridisciplinaires. On commence à avoir une certaine maturité là-dedans, nous-mêmes et nos interlocuteurs. C'est-à-dire que de moins en moins, j'entends des personnes ou des élus qui me disent « Mais monsieur de la tutelle, comment se fait-il qu'il n'y a pas assez de médecins ici ? Quand est-ce que vous allez faire en sorte qu'il y ait des médecins ?» Donc ça, je l'entends un peu moins, parce qu'on a bien compris derrière que le travail, il était effectivement à co-construire un modèle qui va permettre à la fois de répondre aux besoins de la population, qui sont dans une logique de parcours. Je le rappelle, 70% des dépenses de l'assurance maladie aujourd'hui vont vers des maladies chroniques. Et donc là aussi, il y a le patient, consciemment ou inconsciemment, il a besoin en face de lui d'avoir un système de soins qui travaille ensemble. Et puis aussi, ces solutions maisons de santé qui sont manifestement plébiscitées par les jeunes générations de médecins, et moins jeunes d'ailleurs, puisque je connais, moi, on a quelques beaux projets ici dans le Val-de-Marne, où des médecins d'expérience, même à la veille de partir à la retraite, ont envie de s'investir avec des jeunes générations dans ces maisons de santé. Donc voilà la co-construction, c'est-à-dire qu'il faut vraiment bien se mettre d'accord sur qu'est-ce que ça veut dire, et surtout qu'il y ait des instances certes officielles où là la parole circule, mais d'avoir vraiment des exemples concrets qui peuvent mesurer comment on peut co-construire ensemble. Pour continuer dans les réflexions d'Éric Véchard, c'est vrai que moi, et pour rejoindre un peu aussi l'inquiétude que vous avez exprimée sur aujourd'hui, on est dans un seuil de complexité qui a déjà atteint un niveau assez extraordinaire. Et c'est vrai que j'ai un peu une crainte, moi, qu'avec la création de ce qu'on appelle les communautés psychiatriques de territoire, le projet territorial de santé mentale, on rentre toujours plus dans ce niveau de complexité administrative, il faut bien le dire, ou médico-administratif, si on est plus positif. Alors ça peut avoir un intérêt de régulation, mais c'est vrai que la problématique de fond, c'est celle de la proximité. Et là, on a vraiment un gros sujet. Co-construire, ça veut dire que, je pense que le terme cité était employé, c'est fondamental, parce qu'aujourd'hui, avoir un parcours de soins qui soit articulé pour un patient ou un usager dans un projet de vie, ça veut dire travailler sur la proximité, c'est-à-dire qu'on reste sur un échelon qui aujourd'hui est local. Or, on est en train de créer encore des strates administratives pour essayer de régler des problèmes qu'il faut qu'on attaque à la base. Et c'est ça, c'est le bien-être des gens, c'est très concret.
Et là, c'est vrai qu'il faut qu'on arrive, si on veut faire de la co-construction, mais qui soit efficace et positive, qu'elle reste à un niveau proximité, qu'elle reste au niveau de la ville, peut-être de la commune, en tout cas à un échelon où on trouve des solutions qui soient vraiment des solutions favorables au bien-être de la personne. Et ça, j'ai un peu peur qu'on crée toujours plus des modes de régulation, mais à un niveau trop élevé en tout cas, qui dilue les problèmes qu'on connaît à la base. Ça, c'est un point important, je trouve. C'est important d'entendre le directeur de l'hôpital Paul-Guiraud-Villejuif, centre hospitalier, exprimer cette inquiétude. Parce que effectivement, alors vous avez suivi, vous n'avez pas suivi, je n'en sais rien, ce que les dernières lois promeuvent pour intégrer le point de vue, la question des besoins, le point de vue des usagers, pour être dans une co-construction, ce qu'ils rajoutent comme dispositif. Et c'est rafraîchissant d'entendre M. Hoth dire « Oh là là, la proximité et la simplicité ». Et la question peut se poser, et on a compris, la co-construction, c'est rencontrer des gens, c'est parler avec des gens qu'on ne rencontre pas habituellement, c'est parler dans une langue suffisamment commune, même si les problèmes sont complexes. À propos de langue et d'acronymes, retenez bien cette phrase, les chiens ont des réverbères et les hommes ont des acronymes pour marquer leur territoire. Et nous sommes tous responsables, vous avez, Éric Béchart a parfaitement raison, nous sommes tous responsables dans cela, parce que quand nous entendons des acronymes, est-ce que nous levons la main pour dire « je n'ai pas compris » ou est-ce qu'on laisse l'autre avec sa langue? Voilà, la co-responsabilité dans l'ouverture des territoires, c'est vraiment une responsabilité à partager. Donc la question actuellement, c'est de savoir si pour ce fameux projet territorial de santé mentale, et on pourrait dire de santé, qui doit réunir l'ensemble des personnes concernées, et donc c'est au-delà des systèmes de soins, c'est tout ce qui produit de la santé, donc le logement, le travail, etc. Et comment est-ce que ces personnes vont se réunir? Comment est-ce qu'elles vont s'interpeller? Qui est-ce qui va lever la main le premier en disant « tiens, et si on se réunissait le temps ?» Pour le moment, ce qui est en route, c'est que ce sont ces superstructures que sont les GHT, les hôpitaux qui sont réunis, qui, ayant des obligations à remplir de ce côté-là, pourraient interpeller leurs partenaires. Est-ce qu'il n'y a pas une autre idée qui serait de partir de la citoyenneté, c'est-à-dire du fait que nous avons tous, et à commencer par les personnes en situation de handicap, puisqu'on est autour de des questions que cela pose et qu'elle pose, et nous sommes tous citoyens. Et donc, est-ce que ce n'est pas, je me tourne vers l'élu, le représentant des citoyens, et non pas le gestionnaire d'une partie de l'offre sociale, formation, pour le conseil régional, etc. Ce n'est pas dans cette dimension-là. C'est dans la dimension élu représentant des citoyens. Est-ce que ce n'est pas ce personnage-là qui devrait inviter l'ensemble à parler, à discuter, à co-construire les transformations et l'ouverture? Je vous propose qu'on fasse un petit tour de table en finale sur cette question-là. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait que ce sont aux élus, et notamment aux premiers magistrats des villes, aux maires, selon les territoires, mais de prendre l'initiative de cette co-construction, parce que en tant que représentant politique et personne politique, il doit donc s'assurer de la façon dont vivent le mieux ses concitoyens dans la cité. Ses concitoyens, c'est tous les concitoyens, tous les administrés d'une commune, quelles que soient leurs particularités, qu'ils soient jeunes, qu'ils soient âgés, qu'ils soient actifs, qu'ils soient en situation de handicap, qu'ils soient malades. Et donc, le maire doit prendre l'initiative ou l'intercommunalité, selon la densité du territoire dont on parle, doit prendre cette initiative justement pour rassembler autour de la table les différents acteurs. Ces différents acteurs n'ont pas le même temps. Ces différents acteurs n'ont pas la même culture. Ils n'ont pas la même langue. Pourtant, le dialogue peut se passer de la meilleure des façons
en acceptant cette diversité des acteurs, en acceptant cette complexité, parce qu'on a beaucoup parlé de cette notion de complexité, on n'échappera pas à cette complexité parce que les situations que nous rencontrons sont complexes. Il faut faire avec les acronymes, il faut faire avec cette diversité. Mais tout cela peut se surmonter dans la co-construction si, à la base du dialogue, on peut définir ensemble où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce que l'on souhaite comme prise en charge, qu'est-ce que l'on souhaite comme parcours, qu'est-ce que l'on partage comme vision d'une inclusion d'une personne qui aurait un handicap psychique dans la vie de la cité. Une fois que les objectifs sont définis, que le cap est à peu près tracé, alors la discussion peut s'engager malgré la complexité, malgré les cultures, malgré les langues diverses. Alors, sur la place de l'élu, je vais faire vite parce que j'ai déjà parlé là-dessus. En tout cas, nous, on a depuis quelques années donc développé les contrats locaux de santé sur un certain nombre de communes. On en a une dizaine de signés dans le département. Donc, c'est un contrat qui permet à l'élu qui connaît très très bien son territoire avec l'agence. Et moi, j'avais souhaité que le représentant de l'État soit signataire également de cela, puisque la politique de la ville est importante en la matière. C'est-à-dire qu'on choisit ensemble des thèmes et des priorités, parce que ça n'a peut-être pas été encore trop dit jusqu'à maintenant, mais on est dans un système qui est d'une grande diversité, et malheureusement, il faut choisir. Parce que, je dis malheureusement, parce que quand vous êtes atteint de telle ou telle pathologie, que vous souffrez d'une forme de handicap rare par exemple, voilà, la société a choisi de traiter en priorité d'autres thèmes, c'est bien malheureux pour la personne. Mais néanmoins, il faut passer par cette priorisation. Donc là, on retrouve de manière illustrée ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que le maire est consacré dans son rôle d'animateur local. Et l'agence soutient ce type de démarche puisqu'on est amené à financer une partie d'un poste de coordonnateur afin qu'il y ait un travail au service de ces axes-là. Je voudrais aussi insister sur le fait que cet outil co-construit et il faut le voir aussi dans les conseils locaux de santé mentale puisque dans le cadre, dans le territoire du Val-de-Marne, je le citais au niveau régional tôt dans la matinée, mais nous avons 3 à 4 conseils locaux de santé mentale qui fonctionnent plutôt bien, où là l'élu sur cette thématique a été sensibilisé et il souhaite animer cette dynamique avec les hôpitaux, avec l'ambulatoire, la médecine de ville, avec les usagers bien sûr, et là aussi l'agence est auprès de cet élu, à la fois en termes de méthode et puis d'accompagnement financier. Oui, il est clair que je pensais les conseils locaux de santé mentale peuvent être un modèle. Alors, tous ne fonctionnent pas comme des modèles, mais c'est vraiment, je crois, un endroit de travail en commun qui est devenu indispensable, en tout cas dans toutes les communes où s'en est implanté. Nous, en tant qu'intervenants sanitaires, on ne peut que se féliciter de leur mise en place. C'est vraiment, ça rentre justement dans ce champ de la proximité où on peut travailler vraiment sur le concret et avoir des avancées solides. Si je devais intervenir là-dessus, je dirais c'est clair que c'est la voie qu'il faut que l'on promeut. Il faut travailler encore plus à l'échelon de la commune, à l'échelon local, avec quand même un souci majeur aujourd'hui pour nous, structures sanitaires qui vivons avec une dotation qui a tendance plutôt à baisser, à stagner dans le meilleur des cas pour les plus chanceux, à baisser pour les autres, avec une vraie problématique pour nous de continuer à vivre dans la cité pour des raisons tout simplement financières. Et je pense que le médico-social aussi est confronté à ça. C'est-à-dire qu'à la fois, il faut qu'on soit présent pour que ce travail de proximité continue à se développer et aille beaucoup plus loin que ce qui est fait aujourd'hui avec des vrais parcours de vie qui soient articulés pour tous les usagers, mais il faut aussi qu'on puisse continuer à le faire, je dirais tout simplement économiquement. Et aujourd'hui, ce n'est pas évident. Voilà.
Moi, je suis d'accord avec vous pour dire que les conseils locaux de santé mentale, pour avoir participé à celui de Montreuil, que je trouvais super efficace, voilà, localement, je trouve que voilà, on apprend à travailler ensemble. Après, ça me rappelle l'introduction qu'avait fait le président de Vivre, que je trouvais très pertinente quand il parlait des parcours d'accompagnement, où on disait il n'y a pas d'un côté un sachant et de l'autre quelqu'un qui ne sait pas. Donc nous, ça, on le vit en tant qu'usagers dans la relation thérapeutique. Hein, quand on les suit pendant des décennies avec une même équipe soignante ou avec une même équipe médico-sociale, on l'a à partager ensemble. D'un côté, eux, ils ont une formation et une expérience professionnelle. Nous, on a le savoir expérientiel, à savoir voilà, notre vécu. Et il faut s'apporter mutuellement des choses. Mais sinon, il y a un autre dispositif que je trouve intéressant, c'est les formations croisées qui est porté par l'ANAP et l'ARS sur certaines régions. Vous avez des acteurs du secteur sanitaire qui vont rencontrer des acteurs du secteur médico-social, ils vont faire sur une semaine, intervertir les rôles, voir tout simplement comment l'autre travaille. Et ça, moi, je trouve, c'est le b.a.-ba, hein, se mettre à la place de l'autre, voilà. Est-ce que vous avez une question, une remarque, une suggestion, une proposition ? À part celle dictée par votre hypoglycémie. Bon, on va demander à Tim de conclure. Il y a beaucoup de richesse dans nos échanges. Tim, what do you think? Que c'est difficile de conclure parce que l'idée c'est d'aller de l'avant. Il y va de vivre. Vous connaissez ce mot? Il y va de vivre. Vivre, c'est prendre des décisions difficiles. Vivre, c'est, on appelle ça de plus en plus, in English encore une fois, positive risk taking. Bref, on bosse avec des personnes vivant avec un trouble quelconque et on leur dit, on arrête toute cette idéologie de il faut les protéger, les gens, les pauvres petits malades, il faut les garder dans le médico-social, il faut les garder dans les hôpitaux, il faut les garder. La stratégie positive risk taking dit non. Il faut prendre des risques ensemble. Il faut les mesurer. Et là, il faut taper sur des gens comme ça pour dire on a le droit de prendre des risques, c'est important. Et des risques positifs, c'est ça qu'on vise. On fait un pari, est-ce que ça va marcher? On va prier. Peut-être qu'on va se casser la gueule. C'est bien, on a appris quelque chose. Mais quoi qu'il en soit, que vos institutions, qu'ils soient des énormes trucs comme la sienne ou des tout petits trucs comme la sienne, prenez des risques, avancez, fermez des choses, ouvrez d'autres, avancez, prenez des risques, vivons ensemble.